Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Vous avez raison d'être fidèles à Sport en France, les grandes questions du sport. Aujourd'hui, on va parler un peu prospective. On va regarder l'avenir et puis même le présent. Cette nouvelle manière qu'on a parfois d'aborder le sport avec des nouvelles disciplines. Alors, est-ce que c'est anecdotique? Est-ce que ces changements peuvent vous effrayer, vous inquiéter? Vous dire, tiens, nos sports traditionnels, notre basket, notre foot, notre rugby, notre tennis, sont peut-être en train de laisser la place à d'autres disciplines moins évidentes. Est-ce qu'on ira jusque-là? On répondra ensemble. Est-ce anecdotique? Est-ce un vrai changement d'habitude des amateurs de sport en France et dans le monde? On va tenter d'y répondre avec nos invités. Je vous présente déjà les 3 premiers invités de cette émission. Il y en aura 3 autres dans la deuxième partie. Un casting très riche. On commence avec Denis Lafou. Denis, bonjour. Vous êtes directeur de la Fédération française des clubs omnisports, donc une vision assez large de l'actualité et de ce qui se passe dans le sport. Jean-Marc Gillet, chargé du développement du Newbiz, du nouveau business et des clients existants de l'agence ID Actif. Un regard global sur le sport, sur les médias, enfin sur toute cette vie autour de la pratique sportive. On essaiera de prendre un peu de recul avec vous. Et puis Nicolas Hadon de la SPTT, responsable régional Centre Val-de-Loire et Pays de la Loire. La SPTT qui est un grand club omnisport aussi et qui réunit de nombreuses disciplines dont certaines peuvent peut-être vous surprendre. On en parlera dans quelques instants. Alors, l'exemple vient d'en haut. L'exemple vient du Comité international olympique qui a décidé d'intégrer de nouvelles disciplines, donc qui donne un peu la tonalité. On n'a pas dit que par hasard, dans des petits clubs par-ci, par-là, il y avait des nouvelles disciplines. Non, c'est bien le CIO qui donne l'exemple et qui a maintenant fait rentrer dans ces disciplines, à son programme, en exhibition ou en programme officiel ensuite, le surf, le skateboard, l'escalade, le basket 3x3 et, à partir de 2024, c'est encore un petit peu plus surprenant, on pourra en parler ensemble, le break dance. Alors ces sports connus du grand public sont venus changer le paysage olympique. Alors moi la première chose que j'ai envie de dire, on peut peut-être en parler avec Jean-Marc Gillet, est-ce que ça veut dire que le CIO finalement n'est pas si, j'allais dire, poussiéreux qu'on pouvait le penser? Parce que mettre le break dance en 2024 au JO de Paris, ça prouve quand même qu'on a envie d'avancer, quoi, non? Je pense surtout qu'ils n'ont pas le choix. Certaines études montraient que l'audience moyenne des Jeux Olympiques vieillissait de 4 ans tous les 5 ans. On peut faire le parallèle avec le foot, où les jeunes ne restent pas devant la télé, etc. etc. Donc, je pense qu'ils sont tout à fait conscients que les gens ont besoin de plus de liberté. Ils sont très très conscients du fait qu'il y a des nouvelles pratiques. Et donc, ils sont juste dans l'air du temps et ils protègent leurs actifs. En faisant rentrer ces nouvelles disciplines, ils ouvrent un petit peu plus les bras aux gens qui leur tournaient le dos. Et je pense que c'est à la fois par obligation et c'est une vraie forme d'intelligence de leur part. Denis Lafou, directeur de la Fédération française des clubs omnisports, est-ce que ça signifie, ou est-ce qu'on peut penser que ça signifie, que les sports traditionnels sont en train d'être boudés ? Alors non, je ne pense pas que les sports traditionnels soient boudés. C'est juste qu'on a une nouvelle génération de pratiquants. On a une nouvelle génération qui souhaite consommer, pratiquer, aller au sport de manière différente. Il y a bien sûr toujours cette pratique traditionnelle, quotidienne, cette pratique compétitive qui existe dans nos clubs. Mais effectivement, nos clubs sont obligés de se réinventer parce qu'il y a une nouvelle demande. Et donc, fatalement, l'offre doit aussi s'adapter en face. Est-ce que parallèlement à ce mouvement, on assiste à une baisse violente des sports traditionnels ? Foot, basket, handball, volley. Ça ne semble pas être le cas. On l'a vu après les résultats des derniers Jeux Olympiques. Le basket, le volley se portent pas mal. Le handball ne se porte pas mal, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, il n'y a pas une baisse, je ne vais pas la qualifier de violente, et puis je dirais que c'est variable selon les disciplines. Les collègues qui interviendront après, d'ailleurs, pourront présenter qu'il y a une évolution aujourd'hui dans leur propre discipline. Mais finalement, on va aller chercher de nouveaux pratiquants, on va aller chercher de nouvelles typologies de pratiques. Alors, globalement, oui, je pense qu'il y a une baisse, et d'ailleurs ça se caractérise, hein, on en parlait avant, il y a
à peu près 15 millions, 16 millions, on ne sait jamais trop exactement le nombre de licenciés, mais globalement, on a une petite baisse par rapport à avant, qui n'est pas si neutre que ça d'ailleurs. Mais par contre, à côté, on a énormément de nouveaux pratiquants, en pratiquant libre, dans d'autres modalités, etc. Donc c'est cela qu'il faut aller chercher. Nicolas Don, la SPTT, c'est classique, c'est organisé, c'est vraiment... on ne peut pas faire plus classique et plus historique d'ailleurs, plus crédible, plus légitime dans notre paysage sportif. Est-ce que parfois vous vous sentez un peu inquiet, vous dire tiens, il faut nous aussi qu'on se réinvente, ou est-ce que ça se fait naturellement? Écoutez, ça fait 125 ans qu'on existe, en 2023. Vous ne les faites pas hein? Voilà, je ne les fais pas effectivement. Nous avons fêté nos 125 ans, donc on est effectivement une institution d'un point de vue sportif associatif. Et je pense qu'effectivement, il y a un enjeu demain effectivement de proposer de nouvelles modalités de pratique et de nouvelles offres pour diversifier, on va dire, les offres sportives pour les différents publics. Et l'enjeu, effectivement, c'est de toujours innover, continuer à innover pour proposer de nouvelles activités. Donc à la Fédération SPTT, effectivement, on a toujours ce souci de continuer à faire vivre les activités un petit peu historiques et proposer de nouvelles activités pour l'ensemble du grand public. Alors, Jean-Marc Gillet, est-ce qu'on a affaire à un petit soubresaut ou est-ce qu'on peut dire, alors on pourrait réécouter ensemble, peut-être pas ensemble d'ailleurs cette émission dans 20 ans, mais est-ce qu'on peut dire que tout ceci, c'est un petit, on va dire, on peaufine un peu l'offre, ou est-ce que vraiment on va vers une révolution, que les gens ne vont plus avoir cette nécessité d'aller vers les fédérations traditionnelles, d'aller vers les grands clubs traditionnels et inventer une nouvelle manière de faire du sport? Ou est-ce seulement complémentaire et dans 20, 30, 50 ans, on aura toujours notre bon football, notre bon basket, les stades pleins, etc. Je pense que c'est une lame de fond, que c'est inévitable. Je pense qu'on aura nos sports, sauf qu'à l'intérieur de ces grands sports, ils auront plus de formats de pratique. Le bon exemple, je pense, est le foot à 5. Le foot à 5 a été créé à une bonne dizaine d'années. Aujourd'hui, ça représente à peu près 10 millions de clients. La Fédé de foot annonce, on parlait des chiffres de licenciés tout à l'heure, ça dépend des annonces des fédérations aussi, parce que les fédérations créent des nouveaux formats de licence, voilà, mais annonce 2 millions de licenciés. Donc le rapport entre le foot traditionnel et le foot à 5 est déjà de 1 à 5. Donc, je pense que c'est un mouvement inévitable. Les gens ne veulent plus participer à la contrainte de la compétition comme avant. Et je pense qu'une des clés, c'est effectivement la modernité des fédérations et des clubs de créer de nouveaux formats de pratique, parce que nous, ce qu'on veut tous autour de cette table, c'est que les gens fassent plus de sport, et évidemment les jeunes. Donc on veut que les gens se regroupent dans un club, et je pense qu'une des clés fondamentales, je ne sais pas si vous allez en parler après, mais c'est aussi la relation école-club. Je pense qu'il faut qu'on crée de plus en plus, et plus qu'aujourd'hui, des vraies passerelles pour que le sport à l'école soit demain continué en club. Je vois qu'il y a certaines pratiques aujourd'hui à l'école, et notamment le cirque, qui sont inapplicables en club et qui sont même risquées sur certaines tranches d'âge. Donc je pense que pour pérenniser la pratique du sport et des sports en club, il faut travailler sur la diversité des pratiques, encore la modernité, et puis renforcer ce lien. J'aimerais bien qu'on fasse le distinguo entre la pratique du sport des 10, 15, 20 millions dont on parle et le sport d'exception, le sport qu'on voit dans les grands médias. Le foot à 5 est un très bon exemple. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a une lame de fond, et c'est vrai sur le foot à 5, parce que c'est pratique, parce que ça demande moins d'espace, parce qu'on peut se retrouver une bande de copains, on monte une équipe beaucoup plus facilement, et le football classique qui, lui, bon an, mal an, ne se porte pas si mal que ça au niveau de ces compétitions européennes de clubs, au niveau de ces compétitions mondiales, nationales. Ouais, il se porte pas mal, mais il a quand même des problèmes qui lui arrivent et qui sont compliqués à gérer. Il y a beaucoup de centres-villes aujourd'hui où des clubs de centre-ville ont du mal à présenter des équipes de U18. Pourquoi ? Parce qu'après 16 ans, les jeunes n'ont pas envie d'avoir les contraintes du dimanche matin, ils basculent au foot à 5. Donc on a quand même ce lien de sport contrainte organisé et sport libre, et ça se répète dans d'autres sports. Alors, le basket a vite corrigé le pas en prenant sous sa coupe le 3-3, mais le 3-3 il existe depuis 50 ans. Moi je suis basketteur, j'ai joué sur des playgrounds, mômes, j'ai même participé au premier équivalent du quai 54 et c'était il y a 30 ans. Donc, je pense qu'il faut surtout que le mouvement sportif arrête de scinder le fédéral et le marchand.
Et à un moment, on veut juste que les gens fassent du sport. Et le club, c'est quand même un lien social absolu. Et on veut que les mômes et les gens qui sont isolés ne le soient plus. Alors, le padel pour le tennis, le basket 3-3 pour le basket, le foot à 5 pour le foot traditionnel. Et puis on a aussi le crossfit qui va faire un peu d'haltérophilie, de musculation et de gymnastique. Est-ce que ces sports que j'appellerais bien-être, vous voyez, Nicolas, chez vous à la SPTT, des gens qui viennent demander simplement ce type de pratique plutôt qu'un championnat organisé avec un premier, un deuxième, un troisième et un esprit de compétition très présent? Alors oui, tout à fait. Hein. Déjà, au niveau de la fédération SPTT, nous, ce qu'on cherche à se développer, c'est l'activité physique pour toutes et tous. Et le CrossFit, qui est une marque aujourd'hui, hein, nous, on appelle ça effectivement le fit training, ou etc. On a du swim cross aussi, c'est une activité qui mélange natation et CrossFit. Et effectivement, on a une demande de pratique d'activité physique sur la dimension bien-être, épanouissement, etc., qui permet effectivement de répondre à des nouveaux aujourd'hui modes de pratique qui sont plutôt sur la culture de la condition physique. Alors, il y a sûrement des téléspectateurs qui vont sourire maintenant, surtout les plus classiques, qui s'intéressent au sport comme le foot, le rugby ou le basket. À la SPTT, on trouve aujourd'hui du pole dance. Ah oui, pole dance. Alors, on a un partenariat avec le Pôle Sport France, qui est une version un peu plus sportive de la pole dance. Effectivement, donc c'est effectivement un sport qui effectivement se pratique sur une barre, effectivement, mais d'une version davantage sportive que la pole dance. Donc ça, c'est une activité qu'on propose. On n'a pas que ça. On a des activités comme le korfball, des activités comme le parcours. On a signé un partenariat récemment, maintenant il y a 2 ans, 3 ans, avec la fédération de parcours, qui est une fédération non agréée par le ministère des Sports, mais qui est en demande de structuration et de développement de l'activité. Donc on essaie de porter effectivement des projets en tissant des partenariats avec des associations sportives nationales non agréées pour les aider à se développer et que ça puisse nourrir et diversifier les pratiques pratiquées dans les clubs SPTT et partenaires. Denis Lafou, directeur de la Fédération française des clubs omnisports, comment on légitime une nouvelle activité? Vous voyez arriver des sports d'un petit peu partout. Quelle est la règle? Comment on dit ça c'est légitime, ça c'est crédible, ça c'est organisable ou déjà organisé? Je pense que ça se légitime par soi-même, c'est-à-dire que finalement c'est le fait que les pratiquants y viennent, sollicitent. D'ailleurs, on a au sein de la fédération à peu près 600 clubs omnisports qui regroupent 750 000 pratiquants. Et dans ces 750 000 pratiquants, régulièrement, on a des nouvelles demandes, de nouvelles activités, de nouvelles disciplines, alors qui ne sont pas forcément hyper réglementées, mais je rejoins un petit peu ce que disait Jean-Marc tout à l'heure, c'est-à-dire que le foot à 5, c'est finalement du foot loisir qui s'est un peu structuré. Et on a plein de disciplines comme ça, comme celle que vous évoquiez, qui au départ étaient plutôt des disciplines de loisirs, qui à un moment ont voulu se structurer un petit peu pour aller faire quand même un petit peu de compétition, pour se développer, et qui viennent toquer à la porte de nos différents clubs pour essayer justement d'intégrer une organisation, une structuration, une professionnalisation qui va leur permettre tout simplement de se développer. C'est le cycle naturel de n'importe quelle discipline. Alors moi, je faisais un péché d'orgueil épouvantable. J'étais persuadé que depuis, j'ose même pas le dire le nombre d'années, j'étais un spécialiste du sport. Donc, quand je vois le touch rugby, je me dis, bon, ça va, j'ai compris, on ne plaque pas, on se contente de toucher. Mais quand je vois le tech ball, par exemple, là, je suis largué. C'est qu'il se passe vraiment beaucoup de choses qui commencent justement à me dépasser, non? Oui, le tech ball, la Fédération nationale de tech ball est hébergée au sein de la Fédération française des clubs omnisports. L'objectif, il est simple, hein, c'est un nouvel outil, comme une table de tennis de table finalement, qui est un peu incurvée, qui permet une pratique beaucoup plus inclusive, qui permet une pratique un peu différenciée, beaucoup plus orientée vers la pratique omnisport. Finalement, on peut y pratiquer du volley, du hand, du basket, du tennis, peu importe le format. Oui, c'est une discipline qui finalement émerge aujourd'hui, qu'on accompagne dans sa croissance, qui est très apprécié dans le milieu scolaire, très apprécié dans un certain nombre, et vous en parliez tout à l'heure, ce lien avec le scolaire, on peut le faire par ces nouvelles disciplines. On a beaucoup de jeunes adolescents qui ne souhaitent plus être dans une pratique traditionnelle, mais qui par contre vont être intéressés par ces pratiques-là, comme le e-sport ou comme d'autres, mais qui vont être intéressés par des pratiques peut-être plus adaptées à leur âge, peut-être plus en mixité, garçons-filles, parce que finalement cette structuration très historique que l'on a dans le mouvement sportif, où on est les garçons d'un côté, les filles de l'autre, on arrive à un certain âge et une certaine période où finalement les jeunes notamment, ils n'ont plus forcément envie d'être dans ces schémas classiques. Alors il y avait des débats très classiques avec peut-être les un peu has-been qui disaient, je me souviens de quelques phrases il y a 20 ou 30 ans, le golf c'est pas un sport, la preuve on peut le pratiquer à 75 ans avec la grippe, voilà, c'était toujours les petites plaisanteries. Et là ça nous amène, vous avez d'ailleurs fait le lien puisque vous venez de le citer, au e-sport.
Alors, les classiques aussi qui nous regardent, quand on parle de e-sport, ils n'ont rien contre leurs enfants qui jouent à des jeux vidéo, mais ça les fait sourire. Alors, l'importance du e-sport, plus besoin de le démontrer, hein, c'est 11 millions d'adeptes ou pratiquants en France. J'ai bien dit 11 millions, des structures professionnelles, des tournois internationaux, des dizaines de spectateurs dans un même endroit pour suivre des compétitions de e-sport. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Jean-Marc, que c'est le sport numéro 1? Déjà non, puisque France e-sport, quand ils commencent leur présentation, disent souvent le e-sport n'est pas un sport. Intéressant. Ils arrivent à se positionner en parallèle à la pratique sportive. Non, je pense que ce qu'il faut prendre en compte, c'est ce qu'apporte le e-sport au sport et la complémentarité des deux. On en parlait tout à l'heure. Le modèle économique du sport classique organisé, sport co, sport fédéraux, etc., c'est 85% des revenus globaux qui viennent des droits télé et 15% qui viennent du sponsoring et du marketing. C'est l'inverse au e-sport. On parlait du CrossFit tout à l'heure. CrossFit a été créé par Reebok et a été aussi développé par d'autres marques. Donc je pense que ce qui est très très intéressant par le e-sport, c'est que, vous l'avez dit Patrick, c'est que c'est un mouvement de toute façon qui est installé maintenant. Voilà. C'est un socle sociétal. Il n'y a même plus de suspense. Il n'y a pas de débat. Ça ne progresse plus. Mais c'est surtout que le e-sport arrive à générer des revenus extrêmement puissants et il faut que le sport organisé s'en inspire. Et c'est pour ça que les clubs intègrent de plus en plus des structures e-sport, même dans leurs pratiques locales, parce que justement, ils veulent faire communier l'ensemble des populations dans le même environnement. Nicolas, pourquoi la SPTT intègre le e-sport? Quelle est l'arrière-pensée? Quelle est la volonté? Alors la volonté, effectivement, par rapport à ce projet e-sport à la SPTT, c'est de créer une passerelle entre le e-sport et l'activité physique. On a un club qui est très moteur sur le sujet, qui est la SPTT Rouen, qui a mis en place une gaming house pour intégrer effectivement des jeunes qui pratiquent du e-sport, mais pour les amener vers l'activité physique. Et les activités physiques, il y en a plein à la SPTT Rouen. Voilà, c'est un club multisport. Et donc, ce qu'on souhaite, c'est vraiment créer ce pont entre le sport sédentaire et puis le sport actif. Parce que lorsqu'on fait du sport, lorsqu'on crée un club, lorsqu'on fédère des clubs, c'est quand même pour favoriser l'activité physique. C'est d'ailleurs une des grandes campagnes du Comité olympique sportif français. C'est sportez-vous bien, quoi. Faites du sport. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal d'aller pousser le e-sport? C'est pas antinomique. C'est pas antinomique. La philosophie de la Fédération des clubs omnisports, c'est la littératie physique, c'est l'acculturation à l'activité physique et sportive tout au long de la vie. Et j'ai envie de dire aussi dans toutes les conditions de vie, hein, que ce soit pour les personnes en situation de handicap, les problématiques de santé et autres. Donc l'un n'est pas antinomique avec l'autre. On se rend compte aujourd'hui que, notamment pour performer sur du e-sport, il y a besoin d'avoir une condition physique, il y a besoin de faire de l'activité physique à côté. Et puis l'un des enjeux des associations aussi, le terme associatif, c'est aussi quand même d'essayer de regrouper les gens et aller permettre à des jeunes qui sont éloignés de la pratique physique de se retrouver, de reprendre un lien, de reprendre contact avec les associations sportives, c'est effectivement favoriser ces passerelles qui vont leur permettre ensuite de reprendre une activité. Au sein de la fédération, il y a, je le disais, à peu près 600 clubs qui sont un terrain d'expérimentation très important. Et ce terrain d'expérimentation, on est aujourd'hui le premier mouvement omnisport en France. On a 750 000 pratiquants. Ces expérimentations, elles servent à quoi? On a fait un échange dernièrement avec une trentaine de clubs sur le sujet du e-sport. Finalement, les uns les autres se sont inspirés, ont vu les bonnes pratiques, les moins bonnes pratiques, ce qu'il fallait faire pour essayer de développer ce sujet-là. Mais il y a eu un consensus, c'est que de toute façon, le e-sport, et vous le disiez, il est là. Et comment on s'en saisit pour que finalement nos associations intègrent ce public qui aujourd'hui est un peu éloigné pour certains de la pratique physique. Donc si on les intègre, on les amène à de la pratique. Il est éloigné de la pratique physique. On ne risque pas d'avoir au contraire des gens qui pratiquent et puis qui finalement découvrent le e-sport, sont poussés par certains clubs à aller vers le e-sport et lâchent les sports traditionnels? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il y a un besoin fondamental de se dépenser et ce besoin fondamental, il n'est pas servi par le e-sport. Les gens comprennent la différence entre les deux et c'est ce qui le rend parfaitement complémentaire. Et je pense que le meilleur exemple que j'ai, c'est l'INSEP. L'INSEP a franchi le pas il y a même une dizaine d'années avec un partenariat avec PlayStation. Ils ont intégré des bornes PlayStation à l'intérieur de l'INSEP pour faire en sorte que les athlètes ne se dispersent pas.
ça prouve bien qu'il pouvait associer les deux, et même sur des compétiteurs et nos meilleurs athlètes. Donc je pense que c'est parfaitement complémentaire. Puisqu'on parle modernité, puisqu'on parle nouvelle manière de pratiquer le sport, j'aimerais faire une petite parenthèse aussi sur une société que vous avez créée également, Jean-Marc, c'est Bisport. Comment le sport aujourd'hui a trouvé sa place dans les réseaux sociaux? Parce que moi, je trouve ça formidable. On a essayé d'être moteur là-dessus il y a 20 ou 25 ans, en créant des groupes. On se retrouvait pour aller jouer le samedi matin, le dimanche après-midi. Avant, il fallait passer 12 coups de fil. Là, paf, faut monter un petit réseau. C'est une révolution incroyable de la manière de pratiquer le sport. Ouais, mais il ne faut pas la subir. Aujourd'hui, il y a 300 000 associations sportives en France, peu ou prou. 140, 150 000 organisées, des fédérations, et le reste sont les associations, loi 1901, libres, etc. Il y en a à peu près 70 000 qui sont digitalisées, c'est-à-dire qui ont une prise de licence en ligne, cotisation, etc. Ça veut dire qu'il y en a 2 tiers qui ne le sont pas. Aujourd'hui, une asso, un club, elle a un réflexe, il dit « Ah, c'est bon, j'ai des réseaux sociaux, je suis visible. Sauf qu'aujourd'hui, le modèle économique des réseaux sociaux américains et chinois maintenant, c'est de prendre les audiences et de prendre les contenus des gens et de les monétiser pour eux. Donc il faut continuer à aider. On a essayé de le faire longuement avec Bisport, et on va continuer à le faire. Il y a des gros acteurs de la Sportec, des MyCoach, des Helloasso, qui essayent encore au quotidien. Et là, je pense que le mouvement sportif, et en particulier avec Paris 2024, n'est pas en train de réussir son héritage digital. Donc moi, je mets juste une alerte. Il faut continuer à aider les fédérations et les clubs dans leur digitalisation. Pourquoi? Parce que pour rejoindre un club et pour rejoindre un sport, il y a 3 moyens. Il y a l'inspiration. Le champion, je rêve, je vois tel champion, je veux faire comme lui. C'est ce qui sauve le foot avec Mbappé notamment. Mais tous les autres sports fonctionnent pareil. Les gens sur le rugby. Donc l'inspiration, la recommandation, local, j'en fais, etc., et le forum des associations. Sauf que quand on a loupé le forum en juin ou en septembre, on ne sait pas. Donc il faut continuer à aider les associations à se digitaliser pour que de façon permanente, elles puissent toucher leur cible. Alors, ça, c'est fondamental. Avant de parler de MyASPTT, justement, qui s'est modernisé encore, la vieille dame, elle est moderne, juste un mot sur la monétisation. Ouais. Vous le disiez très bien. Aujourd'hui, il y a des millions de gens qui représentent une richesse formidable, et c'est l'acteur qui récupère, l'acteur digital, qui récupère la valeur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que demain, les grandes associations sportives, les grands clubs vont monétiser ce qui est une richesse, leurs licenciés, l'activité sur leur réseau? C'est extrêmement complexe. Je ne dis pas que la bataille est perdue, mais pas loin. On avait beaucoup essayé sur Bisport, mais aujourd'hui, le Meta, donc Facebook, Insta, WhatsApp, monétise à hauteur en cumulé 8-10 $ par utilisateur par mois. Donc, le mouvement sportif fédéré, disons 15 millions, offre aux alentours de 90 millions d'euros par mois de revenus publicitaires à Meta. C'est sympa, c'est cadeau. Pour faire autrement, il faut plutôt ne pas abandonner tous ces contenus. Il faut avoir de la maturité digitale, donc il faut qu'il y ait de plus en plus de talents qui soient plus formés, qui rejoignent et qui aident les fédérations à faire les bons choix. Et puis il faut arrêter d'être un peu partout. Il y a un moment, il faut choisir des réseaux, bien les travailler. Et pour monétiser, il n'y a pas 36 solutions, il faut avoir des actifs. Et pour avoir des actifs, il faut créer des bons contenus, raconter des belles histoires. Et après, les marques se diront, moi j'ai envie de m'associer avec vous, parce que votre histoire et vos actifs m'intéressent. Et ça, c'est un challenge difficile. Alors, la SPTT, d'abord, dans quel but ça a été fait, la SPTT, et est-ce que vous allez jusqu'à la monétisation et vous dire que finalement, ça va être une source de revenus? On posera évidemment la même question ensuite à Denis Lafou. Alors oui, MySPTT, c'est une application mobile qui permet aux licenciés de la fédération d'aller réserver une activité directement en ligne depuis le smartphone. Et ça a été créé pourquoi? Ça a été créé pour répondre à une tendance de fond qui est le zapping sportif. On s'est rendu compte à la fédération qu'il y avait des non-licenciés qui souhaitaient pratiquer différentes activités. Ça tombe bien, à la SPTT, on propose différents sports. Et donc, on a souhaité effectivement développer une application qui est un développement interne pour effectivement
inciter les gens à aller pratiquer de l'activité, mais différentes activités, grâce à une application mobile. Est-ce que l'association des clubs omnisports est titillée, j'allais dire, est vraiment consciente de l'importance de ça? Alors oui, la Fédération française des clubs omnisports est interrogée sur cette question, bien évidemment. La plupart de nos clubs sont des clubs très structurés, et c'est là où je rebondis un petit peu sur ce que disait Jean-Marc tout à l'heure. Oui, il faut accompagner les fédérations sur la digitalisation. Je pense que le gros sujet, c'est quand même d'accompagner les clubs à cette nouvelle approche de la communication, de la gestion, etc. Parce que finalement, le créateur de contenu, au bout du bout, c'est quand même le club. C'est lui qui fait l'animation territoriale, c'est lui qui organise sa compétition, qui fait vivre sa communauté. Et l'enjeu, à mon sens, il est de permettre à ces associations de structurer leur contenu, d'avoir du contenu de qualité, et ça veut dire d'avoir des associations qui sont structurées. Et donc c'est pour ça qu'on prône et qu'on porte le sujet du club omnisport, du fait que quand on est un club omnisport, pour vous donner une information assez précise, un club omnisport adhérent de la Fédération française des clubs omnisports, c'est 800 000 € de budget moyen par an. Un club sportif classique, c'est 15 000 €. Là, vous imaginez bien qu'avec 800 000 €, on est capable de monter en compétences de manière plus importante, d'avoir une meilleure réponse. Est-ce que vous proposez, vous, une solution globale? Non, alors nous, on a fait le choix de ne pas avoir de solution globale, mais plutôt de travailler avec des acteurs spécialisés qui proposent différentes solutions qu'on va labelliser, qu'on va valoriser, parce qu'on considère que l'expertise, ce n'est pas forcément pertinent de l'avoir chez nous, mais plutôt qu'on travaille à plusieurs et qu'on aille chercher de l'expertise. Mais si chaque club fait son petit business dans son coin, on n'arrivera à rien, non? C'est ce que nous, on Il faut du volume. La stratégie des machins. Chaque fédération voulait son machin. Non, mais je pense que ce que dit Denis est tout à fait juste. Je mettrais juste un bémol. Le créateur de contenu ultime, c'est le club et l'entourage du club, mais c'est surtout le sportif et l'entourage du sportif. C'est les gens qui sont autour des terrains, indoor, outdoor, etc. Et ceux-là, il faut qu'ils arrivent à comprendre que s'ils mettaient tous leurs œufs dans je sais pas moi, un actif qui est l'actif du club, ce club-là pourrait le monétiser. Donc aider les fédérations et les clubs, je ne l'ai pas dit, mais vous avez raison, c'est beaucoup les clubs. Et ça se fait naturellement aussi avec le renouvellement des bureaux et les conseils d'administration des clubs. Il y a des nouvelles personnes qui rentrent, qui aident. Je ne me jette pas du tout la pierre aux anciennes générations. Je suis moi-même bénévole et j'aide le club de hand de Bois-Colombes, j'ai mon asso de foot, etc. Et on renouvelle les générations tout le temps. Plus on a des nouveaux cerveaux qui viennent, et plus ça aidera. Merci Jean-Marc Gillet. Vous restez avec nous. Je vais libérer Denis Lafou. Je rappelle que vous êtes directeur de la Fédération française des clubs omnisports. Merci d'avoir participé à ces grandes questions du sport. Nicolas Hadon, vous êtes de la SPTT, vous êtes responsable régional Centre Val-de-Loire et Pays de la Loire. Merci à vous deux d'avoir participé à cette première partie. On va maintenant être un peu plus fédéral, entre guillemets. On va voir comment justement les fédérations innovent pour rester attractifs et compétitifs face à ces sports qui arrivent un peu parfois de nulle part et qui sont un petit peu moins structurés. À tout de suite. C'est la deuxième partie des grandes questions du sport. Pendant la première partie, nous avons remarqué, nous avons constaté que la demande était un peu différente et que les sports évoluaient. Des nouvelles disciplines, un peu surprenantes parfois, et puis aussi une nouvelle manière d'aborder l'organisation même du sport, les fédérations classiques, les fédérations internationales. Alors ces fédérations qu'on considère parfois comme des vieilles dames ont un mérite, elles savent s'adapter. Remarquez, elles n'ont pas vraiment de choix. Elles sont parfois même le moteur du changement. Et on a quelques exemples autour de cette table dans cette deuxième partie, notamment avec Stéphane Lelon. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur du développement de la Fédération française de tennis de table. Tony Guilhem, vous êtes entrepreneur créateur de la marque Bille en tête. Sébastien Nolesini, directeur général de la Fédération française de judo. Et Jean-Marc Gillet, restez avec nous pour nous apporter son éclairage sur toutes ces évolutions. Et on va voir si on donne des bons points à ces fédérations qui ont réussi donc à se bouger un peu et à proposer une nouvelle offre. Alors on va commencer avec la Fédération française de judo. Sébastien Nolesini, la meilleure évolution, enfin la plus marquante, c'est peut-être cette Judo Pro League qui correspond évidemment à une réaction par rapport à une demande. On va juste rappeler qu'elle a été créée en 2022. C'est la première ligue professionnelle sportive mixte de France. 12 équipes. Le 15 novembre 2022, un premier tour organisé en 4 soirées.
8 équipes qualifiées pour le tableau final. Enfin, un schéma tout à fait innovant et tout à fait nouveau. Alors, merci de nous expliquer comment est né ce projet. Pourquoi d'abord? Et puis, quel bilan vous tirez de cette première édition? Ça fait beaucoup de questions pour une réponse. Allez, Patrick, alors d'abord un constat. Il n'y a pas de modèle économique en haut niveau en judo. Donc ça, c'est le premier constat qui a été fait. Beaucoup de clubs de haut niveau, à l'instar du rugby il y a quelques années, sont très centralisés, non pas sur le sud-ouest comme le rugby, mais en région parisienne. Donc on n'a pas une représentation nationale forte. Autre constat, on voit très peu nos champions. Et dernier constat, on est sur un format de compétition en France ou au niveau international très très long en judo. On démarre une compétition à 8h30 le matin et elle peut finir à 19h30. Donc pour le spectateur, c'est quand même très difficile à suivre. Et donc du coup, on a essayé un peu de faire évoluer les choses, de modifier un peu les codes en matière de compétition de judo. Et on a créé cette fameuse Judo Pro League, effectivement. Saison 1, 12 équipes qui venaient de 9 régions différentes, donc finalement une représentativité assez normale. Une singularité puisqu'il y a autant de filles que de garçons. L'an dernier on était sur le format olympique, 3 filles, 3 garçons. Et une récurrence qui n'existe pas en judo, un championnat de France par équipe de manière assez traditionnelle, c'est une journée, on vient le matin, on repart le soir avec le titre de champion de France ou pas. Là, c'est sur plusieurs journées. Sur la saison 2, on va passer à non pas 12 équipes, mais 16 équipes. Elle démarrera fin août, début septembre, avec un peu plus de régions de représentées. Un format étoffé, puisque de 6 combattants, on passe à 10 combattants, mais on garde la singularité de la mixed team. Format filles et garçons, et donc du coup des formats très courts. On est sur des formats d'1h30. On était sur 7 dates l'an dernier, on va passer à 51 dates au total. Et donc voilà un peu. Parlez-moi de ce format court. Comment vous vous organisez alors que, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, sur les compétitions classiques, ça dure longtemps parce qu'on enchaîne les combats et qu'on ne veut pas les enchaîner à 10 minutes près. Tout simplement que sur un championnat traditionnel, c'est toutes les équipes de France qui étaient réunies sur la même journée, sur le même lieu. Là, on a des journées comme dans les sports courts, en rugby ou en football, où l'équipe de l'OM Judo va rencontrer l'équipe de Nice Judo, et l'équipe de Paris Judo va rencontrer une équipe d'Orléans. Enfin, et on a un format adapté avec un décorum adapté. Oui, on l'a vu sur ces images. Hein, c'est aussi travaillé de ce côté-là d'une manière assez précise. Avec aussi l'objet, c'est quand même le spectacle. Il faut que ça soit attractif, que ça s'ouvre aussi à un autre public que le public judo, puisque de manière assez traditionnelle, on a cette chance. On a un public judo, par exemple sur le tournoi de Paris, si vous avez eu l'occasion de venir, on remplit Bercy chaque année. Là, le but, c'est de s'ouvrir à d'autres publics, c'est de susciter l'intérêt dans d'autres foyers. Et donc, du coup, un décor adapté, des règles adaptées qui favorisent le spectacle. Côté par équipe aussi, on l'a vu au jeu. Le phénomène incroyable du mix par équipe, toute catégorie, c'est des millions de vues. Je crois que c'est la discipline, l'épreuve qui a été le plus vue aux Jeux Olympiques de Tokyo. Moi, je suis un classique, de par ma génération, je suis un dingue de judo. Quand j'ai entendu parler de ça, je dis bon, d'accord, mais moi, ça ne m'embête pas d'être là à 8h30 ou d'emmener mon fils à 6h30 du matin à une époque pour son premier combat à 10h. Mais bref, ça, c'est la pesée le matin. Ça, c'est une autre histoire. Mais je suis un dingue de ce sport et je me suis dit, oui, ce truc. Et en fait, on se fait prendre, c'est formidable. Donc, on est un peu sur cette culture, même si là, c'est sur toute la journée, cette culture collective aussi, cette culture de sport d'équipe. Exactement. Là, c'est l'équipe qui gagne ou c'est l'équipe qui perd. Et on a vu, je me rappelle d'une étape à Nice où on n'avait pas les plus grands judokas, mais on avait un engouement terrible. Les spectateurs étaient là pour que l'équipe de Nice gagne. Ah, c'est bien. Donc, et on retrouve un peu ce qu'on ne sait pas faire jusqu'à présent en judo. Si on n'est pas un peu expert, savoir qui a gagné et qui a perdu, c'est toujours un peu compliqué. Et là, c'est l'équipe qui gagne ou l'équipe qui perd. Et donc, c'est beaucoup plus facile d'attirer d'autres publics. Et puis, on a un format qui est très attractif. Et regardez, il y a des belles images. La joie et de l'émotion. Ouais, c'est très, très sympa. Le ping, alors... racontez-moi un peu, Stéphane Melon, vous avez écouté, j'ai vu avec beaucoup d'intérêt ce que fait le judo. Vous êtes parti sur une autre voie. Expliquez-nous comment la Fédération française de tennis de table, d'ailleurs avec ce nom déjà, ping, je trouve ça déjà très intéressant, parce que ça modernise. Ping, c'est un peu plus moderne que tennis de table. Mais vous êtes allé plus loin, expliquez-nous. En fait, on a découvert un jeu de tennis de table sur les casques de réalité virtuelle qui, au-delà du e-sport, en fait, finalement, nous met dans un sport virtuel. Donc, on pratique l'activité.
de manière différente. N'hésitez pas à intervenir si vous voulez. De n'importe où. Donc à partir du moment où on a essayé, la fédération y a vu l'intérêt de pouvoir la présenter à un maximum de personnes qui n'ont pas accès à une salle de tennis de table, qui peuvent pratiquer une activité physique et sportive de chez eux. Voilà, donc la fédération a demandé la délégation au ministère et donc maintenant on organise la pratique. Il y a un côté compétitif, mais il y a un côté aussi lutte contre la sédentarité, puisque on peut jouer de chez soi. Il n'y a plus à ramasser les balles de tennis de table. Donc pour un débutant, ça lui permet de gérer son intensité dans la pratique. Et pour aller plus loin, avec la fédération, crée une licence aujourd'hui pour les pratiquants qui vont jouer de chez eux au travers le service que la fédération propose. Dans un premier temps par un circuit de compétition à distance, puisqu'on va jouer de chez soi. Et puis demain, des éléments en lien avec la santé, avec des protocoles d'entraînement que les gens vont pouvoir faire de chez eux pour faire une activité qui reste ludique, conviviale, mais en restant dans son salon et en pouvant affronter quelqu'un qui est à l'autre bout du monde, en match ou pas, de discuter avec lui. Voilà, donc on voit des images, c'est assez impressionnant de ce jeu voilà, virtuel. Donc là, on a rendu réelle la pratique virtuelle. Hein. On voit à l'écran deux des 10 meilleurs joueurs du monde qui sont du même club, qui ont été des joueurs réels, qui ont aussi découvert le casque et qui ont vu un complément dans l'activité, quelque chose de différent. Et qui ont été des bons joueurs de pratique réelle, mais absolument très loin d'un niveau international ou des équipes de France, et qui là aujourd'hui sont dans le top 10 mondial, puisque la France ayant initié une pratique un peu plus régulière, a aujourd'hui 5 joueurs dans le top 10 mondial du jeu. Jean-Marc Gillet, elle se bouge la Fédé, là, c'est bon signe, non? Moi je trouve ça génial, et en plus c'est dans l'air du temps, puisque je crois que Apple sort ses lunettes connectées cette année. Du coup, cet objet qui est très volumineux, celui que vous avez montré, va demain être remplacé par un objet qui est plus accessible pour tout un tas chacun. Je trouve ça génial aussi parce que ça allonge l'âge de pratique. Oui, exactement. Et ça, c'est très très intéressant. Moi, je m'intéresse aussi beaucoup à la lutte contre la sédentarité des plus de 50, plus de 60, etc. Et ça, je pense que c'est un outil absolument majeur. Et puis le fait de pouvoir jouer avec quelqu'un qui n'est pas du tout ni dans la même ville, ni dans le même pays, c'est extrêmement complémentaire à la pratique traditionnelle. Oui, et puis ce pont entre le e-sport et le sport réel est magique. Alors, moi, il y a une info qui m'a beaucoup intéressé, c'est que parmi les membres, il y a 50% de joueurs qui sont licenciés, qui étaient déjà là, et 50% qui ont découvert le ping à travers le jeu. Exactement. Mission accomplie, là. Oui, complètement. Alors, on reste au début. Hein. Ça s'est beaucoup développé pendant le confinement, justement pour garder un lien social et s'entretenir physiquement. On a une personne qui nous a avoué avoir perdu 35 kilos pendant le confinement en ayant joué au tennis de table avec le casque. Et puis, il y a ce côté compétitif parce que le tennis de table, à un moment donné, on a quand même envie de compter les points. Mais on pratique comme on veut. Est-ce que le but, c'est vraiment de structurer et d'en faire un championnat avec... Oui et non. On est une fédération, donc il y a toujours ces deux piliers. Il y a la performance sportive, faire des résultats sportifs. Donc là, le ping VR, comme on l'appelle, va être en exhibition aux premiers Jeux olympiques des sports virtuels, à l'Olympic eSport Week. Donc là, c'est à Singapour. Peut-être que ça sera en France l'année prochaine. Donc oui, on va garder un esprit de compétition. Mais on peut maintenant imaginer faire du sport à des personnes qui sont licenciées de l'activité, donc en complément, mais aussi à des gens qui ne sont pas du tout licenciés, qui sont loin de la pratique, qui sont éloignés parce que le bus ne passe pas, parce qu'ils sont en situation de handicap, qui ne peuvent pas accéder au club sportif. En e-sport, c'est vraiment une pratique qui va être parfaite. Et qui vont donc pouvoir pratiquer une activité sportive de chez eux. Donc, nous, le tennis de table s'est emparé de l'activité parce que le jeu est très réel. Aujourd'hui, il y a déjà d'autres sports. Demain, il y a d'autres fédérations qui vont s'en emparer et qui vont pouvoir proposer un autre service différent, complémentaire. Voilà, et puis ça n'isole pas. Autant il y a des pratiques vidéo qui vont faire qu'on va s'isoler. Là, on peut justement aller vers le partage, vers la rencontre avec quelqu'un au bout du monde. Oui, on peut communiquer. Donc à partir du moment où on est connecté à Internet, on a accès aux joueurs du monde entier qui sont connectés en même temps que soi.
Et donc, on peut discuter avec des gens du monde entier. Passionnant tout ça, passionnant. Alors maintenant, bille en tête. Alors là, on s'intéresse au billard. Tony Guillem est là, vous êtes entrepreneur, créateur de la marque Bille en tête et du logiciel Bille en tête Training. Alors vous travaillez en lien avec la Fédération française de billard, qui utilise votre logiciel au sein des clubs et des écoles de billard. Alors l'idée d'abord, le produit ensuite. Alors l'idée c'est de proposer justement à tous les joueurs de billard, alors qu'ils soient dans des clubs, qu'ils soient chez eux ou qu'ils soient dans une salle de billard, des façons différentes un petit peu de pratiquer le billard et de les accompagner en fait tout au long de leur vie de joueur, puisque en fait grâce à un vidéoprojecteur on va projeter des images directement sur le billard. D'une certaine manière on va rendre le billard interactif et on va le contrôler simplement avec notre téléphone. Et du coup, on va pouvoir lui dire est-ce qu'on a bien fait l'exercice, est-ce qu'on a bien empoché, est-ce qu'on a bien replacé la blanche au bon endroit. Il va nous compter des points, on va avoir des fiches de statistiques qui vont pouvoir nous accompagner. On voit également à l'écran. Voilà, par exemple, c'est un jeu où il va falloir empocher les jaunes tout en suivant le circuit. Il est intéressant parce qu'un débutant, il va peut-être mettre 15 coups, 16 coups pour finir la table. Et on a travaillé, là on est au championnat du monde à Albi, et vous allez le voir, en 6 coups, donc c'est un membre de l'équipe d'Algérie. Est-ce que c'est fait seulement pour progresser ? Alors c'est fait pour progresser parce qu'on va avoir des exercices en lien justement avec les écoles de billard de la fédération qui vont permettre aux coachs d'accompagner leurs élèves en fait et leur proposer plein d'exercices différents. Et puis ça s'adresse aussi à tous les autres parce qu'on va jouer différemment, on va avoir une pratique un peu plus ludique qui va permettre certainement d'amener au billard des gens qui n'avaient pas l'habitude d'y aller. Quand on entre dans une salle de billard qui est équipée avec le projecteur, on a un billard qui brille, qui donne envie d'y aller. Et ensuite, on va noter son nom une première fois et puis on va pouvoir ensuite progresser, gagner des étoiles. On va évoluer dans une espèce d'aventure comme dans un jeu vidéo. On va passer des mondes, gagner des points qui vont nous permettre d'accéder à des nouveaux exercices. Donc il y a une partie très ludique. On va aussi reprendre des jeux, par exemple un jeu de fléchettes ou des choses comme ça. On va adapter à la table de billard des jeux traditionnels, des jeux de société, des choses comme ça. Donc un environnement très ludique pour jouer en famille, pour jouer avec les plus jeunes. Quand vous travaillez avec la Fédération française de billard, est-ce qu'il y a une arrière-pensée de la Fédération d'aller jusqu'à la compétition ? Alors, il y a beaucoup de choses qui se développent, en particulier avec le web. Les vidéos de billard sur le web et dans les réseaux sociaux sont très développées. Il y en a des mini-compétitions qui s'organisent aussi, qui ont pour but vraiment la diffusion d'images. La fédération, pour l'instant, ne s'intéresse pas à ça, mais c'est quelque chose qui pourrait permettre de mettre en avant en fait, leurs joueurs, puisqu'on pourrait faire des petites compétitions ludiques sur Internet, avec des formats beaucoup plus courts. On parlait des compétitions de judo. Sur le billard, on est aussi là à 8h, on finit à minuit, ça se passe sur plusieurs jours. C'est difficile de tout regarder. Donc on fait des formats très courts, avec des images, par exemple, sur le téléphone portable, qui nous permettent de montrer des grands joueurs en train de s'affronter sur un jeu beaucoup plus ludique, sur lequel nous aussi, on va pouvoir évoluer. Alors cette volonté, on peut aussi la retrouver dans le physique, parce que le billard, c'est un bon exemple. Pour faire du billard à la télévision, il y a quelques anglo-saxons qui sont passionnés, qui peuvent y passer des semaines entières. Mais c'est vrai que pour aller à la rencontre du grand public, une formule un petit peu plus ramassée, hormis bille en tête, serait quand même la bienvenue. Ouais, on est comme toujours, on est dans le cadre d'une initiative privée qui sert une fédération, mais le rôle d'une fédération, c'est de ne pas seulement parler à ses propres licenciés. Et je pense que ce type d'initiative est assez remarquable parce qu'elle apporte du digital utile à la pratique traditionnelle. Ça apporte une lecture différente. Il y a une autre start-up qui est fantastique qui s'appelle Immersive qui a travaillé avec la Coupe du Monde au Qatar et qui a apporté une lecture à travers les lunettes connectées, statistiques, qui donnaient en temps réel la vitesse des joueurs, etc. On pourrait très très bien avoir ça demain au judo, la force, la rotation, la vitesse de rotation. Et en fait, je pense que les nouvelles générations veulent avoir ce plus statistique, digital, qui leur permet d'avoir une lecture du sport qu'eux-mêmes pratiquent un peu plus, en tout cas un peu différente. Et ceux qui ne le pratiquent pas encore se disent « Waouh, c'est un sport moderne. Moi, j'ai joué au billard à 3 bandes. Je regarde de temps en temps des compétitions de scout. Oui, c'est moi. Il y en a 2 en France. Mais il y a beaucoup de sports qui ont besoin de cette touche de modernité pour que les gens se disent « Waouh, en fait, c'est vachement bien. » Et puis, il y a une adaptation aussi des règlements. On n'en a pas parlé, mais c'est une évidence. Le volley a une idée de génie.
avec ce 5e set qui se déroule sur une formule très ramassée, avec chaque point qui compte. Le judo aussi, avec le golden score. C'est ça. Mais après, les fédérations, elles vivent aussi, elles sont en phase avec leur époque. C'est-à-dire que tout ça, c'est des outils, des supports qui leur permettent d'évoluer. Il y a des fédérations qui expérimentent des choses, qui s'appuient sur, comme le tennis de table, sur de la réalité virtuelle. Mais ça, on va dire que si on ne fait pas ça, on meurt quelque part. Souvent, d'ailleurs, c'est assez marrant, vous nous présentez comme des vieilles fédérations, mais vous êtes des vieilles fédérations. La réalité, c'est qu'on a une tradition et qu'on l'a cultivée, c'est ce qui fait notre force, mais ça n'empêche pas non plus d'évoluer et de vivre avec son temps, avec le digital, avec tous les outils qui sont mis à disposition aujourd'hui et qui facilitent les choses et qui permettent d'explorer aussi de nouveaux environnements et d'aller chercher de nouveaux publics. Alors, sans perdre votre âme, est-ce que vous avez parfois, vous vous êtes interrogé sur la formule même du judo? Parce que là, vous inventez quelque chose de nouveau, mais sur la formule même des tournois de judo, vous parliez de Paris, on peut parler de Tokyo, enfin de tous ces grands tournois, est-ce qu'on va avoir, j'allais dire, 2 poids 2 mesures, un peu comme le tennis, où on a encore le Grand Chelem, Roland Garros c'est intouchable, on joue 5-7, on n'a pas de tie-break au 5e, sauf changement d'ailleurs, je dis peut-être pas de bêtises, non. Je crois qu'on n'a plus de tie-break, on n'a toujours pas de tie-break au 5e. Est-ce qu'on va avoir un peu ces 2 vitesses avec les grands monuments intouchables, le tournoi de Paris, les Jeux Olympiques, etc. Et puis, peut-être bouleverser un peu la règle du jeu pour les tournois classiques. Aujourd'hui, c'est plus facile de faire des expérimentations au niveau national, à travers les compétitions, qu'au niveau international, parce qu'on n'a pas la main sur les compétitions internationales. Le Grand Chelem de Paris, c'est la Fédération internationale qui en est propriétaire, même s'il est organisé en France. Et donc, c'est toujours plus compliqué de faire bouger les fédérations internationales. Par contre, si demain la Judo Pro League fonctionne très bien, un modèle qui est quand même assez unique dans le monde du judo, hein, même au niveau international, je suis persuadé, moi, que la Fédération internationale s'en inspirera et peut-être que demain on aura... Vous êtes les seuls à faire ce type de compète? Oui. On est les premiers. Donc il y a eu le format international qui a été initié aux Jeux Olympiques, hein, Mixed Team, mais par équipe de club, on est les seuls à faire ça dans le monde du judo. Ouais. Vous êtes d'accord de dire que si vous ne vous lancez pas là-dedans, vous allez mourir, les fédérations? Non, je ne le dirais pas comme ça. Je n'étais pas contre. Il y a des nouvelles générations, vous l'avez dit tout à l'heure. Je pense qu'il faut ne pas se fermer à la technologie. Là, on en a parlé. Apple va sortir encore un nouveau casque qui ne va pas être un casque, qui va être des lunettes. Là, on parle de réalité virtuelle. Je pense que demain, on parle de réalité augmentée. On va parler aussi d'intelligence artificielle. Je pense que demain, les sportifs pourront s'entraîner contre les champions d'hier, mais les champions d'aujourd'hui via l'intelligence artificielle. Donc, c'est une autre manière de pratiquer qui va avec son temps. Mais la pratique traditionnelle, elle va rester. Nous, on défend aujourd'hui en interne de la Fédération de tennis de table que c'est un complément pour l'activité qui est adapté aux débutants, qui est adapté aussi à des générations un peu plus âgées, même si le tennis de table se pratique à tous les âges déjà. Donc c'est plus un complément et pas pour remplacer demain la pratique traditionnelle. Sébastien, vous représentez un sport qui est quand même ancré dans ses traditions. Hein. Il y a peu de sports. Et qui les revendique. Comme le judo, et qui les revendique à juste titre, avec des valeurs, avec... comment on marie tout ça? Il faut trouver l'équilibre entre tradition et innovation. Aujourd'hui, on n'a pas... toutes fédérations confondues, on n'a plus le monopole de la pratique sportive, par exemple. Et c'est en ça que je dis qu'il faut qu'on soit capable d'innover, tout en respectant nos fondamentaux, nos traditions, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Pendant le Covid, par exemple, ce qui a manqué aux Français et à beaucoup de gens dans le monde, c'est quand même le lien social et l'activité physique. Aujourd'hui, les clubs de sport, que ce soit de judo ou de tennis de table ou autre, c'est ce qu'ils proposent. Aujourd'hui, on peut faire du sport dans une salle privée. Par contre, on ne trouvera pas le lien social, le côté éducatif, qui sont les fondamentaux des clubs sportifs. Et nous, c'est ce qu'on revendique. Mais ça n'empêche qu'on peut avoir un spectacle sportif de judo attractif, ouvert au grand public, qui donne envie à des centaines de milliers d'enfants de venir pratiquer dans les clubs. Comment réagissent les gardiens du temple? Il y a les pour et il y a les contre. Ouais. À partir du moment où il y a débat, c'est toujours un échange. Mais on va dire qu'il y a une partie de la communauté judo qui a un regard assez sceptique sur la Judo Pro League. Et puis, il y en a d'autres, maintenant qu'on en est à la première saison et qui ont vu que finalement la tradition était respectée, que c'est encore... du judo qu'on pratique. Et au contraire, qu'il y a beaucoup plus de beaux mouvements de judo dans la Judo Pro League parce que les règles le permettent.
même s'il y a un décorum un peu adapté, un peu moderne, ils s'y retrouvent. Donc je pense qu'on a un devoir d'acculturation, nous, fédération, sur les choses qu'on expérimente et qu'on met en œuvre. Et à partir du moment où ça fonctionne, tout le monde on arrivera à fédérer beaucoup plus facilement. Bille en tête va se développer sur d'autres sports, d'autres activités? Alors déjà, on a beaucoup de travail parce qu'au billard, on a la chance d'avoir plusieurs disciplines. Donc on a les billards à poche, on a les billards, on parlait du snooker tout à l'heure, on a aussi le pool et le billard américain, puis on a le billard français qui est connu. Donc déjà, il va falloir développer du contenu pour l'ensemble de ces disciplines. Et ensuite, nous, on s'occupe essentiellement du billard, mais en effet, cette technologie peut être utilisée sur d'autres. Est-ce que les sportifs, les pratiquants, oui, de très haut niveau, s'intéressent à billard? Alors oui, puisque en fait, évidemment, le débutant, il va avoir beaucoup d'aides visuelles. On va lui dire où taper, ou comment faire le coup, etc. Mais ensuite, dans le sport de haut niveau, souvent, on a du mal à trouver des exercices soi-même pour pouvoir les faire tous les jours. On a du mal à trouver l'attention et le courage aussi de s'y mettre. Il y a beaucoup de solitude dans le billard. Nous, on va pouvoir rajouter un petit peu de confort tout simplement dans l'entraînement. La communication via Internet aussi avec un coach. Donc en gros, le coach à distance va pouvoir nous donner des exercices, nous observer, et puis on va pouvoir avancer comme ça. Donc oui, tout à l'heure, on voyait là sur les images, c'était un membre de l'équipe d'Algérie, nationale d'Algérie, qui était au championnat du monde, et il a passé 1 heure sur le billard parce qu'il voulait vraiment faire le meilleur score, et battre les autres internationaux qui étaient venus aussi avant lui. Donc oui, ce sont des compétiteurs. Si on leur donne des jeux avec un objectif et une règle, ils vont pouvoir, et puis on va pouvoir comme ça découper leur entraînement. Donc oui, ça s'adresse aussi au haut niveau. Les clubs et la fédération l'ont bien compris. Ils sont tout de suite intéressés justement, ils sont assez modernes. Vieille dame, mais quand même qui a des idées modernes. Donc ils ont compris que ce serait un outil intéressant. Ça ne remplace pas un coach, ça ne remplace pas toute l'ambiance qu'on voit dans un club, etc. Mais ça rajoute une partie supplémentaire qui va pouvoir nous motiver. On va pouvoir jouer seul aussi, tout simplement. Jouer au billard seul, c'est compliqué. Et là, on a des exercices qui vont pouvoir nous accompagner. Donc si on veut performer, on n'a pas le choix, il faut passer par l'entraînement seul. Faire des parties de billard, c'est pas suffisant. Jean-Marc Gillet, si on veut conclure et peut-être résumer tout ce qui a été dit dans cette première et cette deuxième partie, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que je suis assez optimiste finalement sur la faculté du sport français, déjà parce que c'est ce qui nous a intéressé en premier, de s'adapter à cette nouvelle demande. Et ça, c'est la première question. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, complètement. Et sport français et l'international aussi. Pas mal de rencontres à Lausanne et c'est le même mouvement. Je pense qu'ils ont transformé cette obligation en opportunité. Très bien. Et je pense qu'il y a 2 points fondamentaux que les fédérations cultivent. C'est que, un, ce sont les garants des règles. Et tous les outils qu'on voit, nouveaux outils, permettent d'être garants de ça. Et ça, c'est très, très important, notamment dans les sports de combat. Et deuxièmement, ça doit être pour moi les garants de l'éducation. C'est-à-dire que, je prends souvent cet exemple un peu absurde, le MMA a été autorisé à l'éducation des enfants avant qu'il soit autorisé en France à la compétition, ce qui est une absurdité totale. Et je pense que fondamentalement, les fédérations doivent être les garants de comment se fait le sport. Il y a différentes étapes. Le judo est un sport de combat. Ça ne se fait pas n'importe comment. Toute personne qui donne des cours sur YouTube ne peut pas être référent. Et ça, c'est fondamental. Très juste. De garder cette... Alors, on a vu des sports, j'allais dire garants de valeur, on va faire le procès de personne. Mais c'est vrai que sur le judo, il y a une évidence. Sur le rugby, il y a une évidence. Parlons quand même du football. Est-ce que le football est prêt à s'adapter à tout ça? Ou est-ce que le football a-t-il tout simplement besoin de s'adapter? Est-ce que cette force naturelle du football ne suffit pas, puisque le football est moins ancré sur des valeurs, sur un esprit, que sur, j'allais dire, le grand nombre? Moi, je défends beaucoup le foot et j'étais la semaine dernière un privilégié parce que j'ai été à la remise des trophées du Fonds d'action du football Philippe Seguin. Le foot a ce laboratoire des 200 et quelques clubs en France qui ont des initiatives sociétales, éducatives, etc. Donc le football est au cœur de tout ça. Je pense que le foot est très très conscient de ce qu'il subit, parce que je ne suis pas sûr que le rugby, s'il y avait autant d'argent dans le rugby, si tous les rugbyman garderaient les mêmes valeurs. Effectivement, c'est un sport qui est différent de par sa masse, de par l'argent investi. Mais il essaie de... Je reprends juste quand même sur l'histoire de l'argent, parce que sur les matchs de jeunes,
Je parlais de mon expérience de père tout à l'heure sur Ouais. le judo. J'ai eu aussi l'expérience du rugby et j'ai eu aussi l'expérience du foot. Ouais. Là, il n'est pas question d'argent, mais les attitudes au bord du terrain, judo, rugby, n'ont rien à voir avec celles du foot chez les tout-petits. Non, parce qu'au bord de terrain, il y a essentiellement des papas qui poussent dès 5-6 ans leurs enfants à dire « toi tu peux devenir Mbappé et gagner 60 millions par an Ouais. Je pense que ça vient aussi de ça. Je n'excuse pas tout, mais ça vient aussi de ça. Effectivement, il y a des valeurs fondamentales qui sont très différentes selon les sports. Donc le foot a besoin de se bouger un petit peu aussi. Ouais, ils sont sur la bonne voie, ils en sont conscients. Après, ils ne peuvent pas tout maîtriser non plus. Il est temps pour moi de remercier Pierre Driot à la réalisation, Clément Rieter à Gesson, la maquilleuse Sandrine David, Bertrand Pucheux à l'édition et Côme de Dieu le veut à la vision. Ça, c'était mon équipe à moi. Merci à vous en tout cas d'être venus témoigner. Merci. Et puis on va rester optimiste, comme souvent dans cette émission. Il y a une volonté de bouger, il y a une nécessité de bouger. Et le sport semble en avoir bien pris conscience. Merci à vous tous. Merci. C'était un peu masculin cette Merci. émission quand même. On fera mieux la prochaine fois. Merci.